Heureusement, octobre est derrière nous s'agissant des indices boursiers. Octobre noir, rouge, c'est un euphémisme. À quoi il faut s'attendre pour le reste de l'année? Est-ce que voilà, un petit rebond, un rallye de fin d'année d'ici Noël est possible ou est-ce qu'on repartira dans l'autre sens? On en parle avec Laurent Saillard. Bonjour Laurent. Bonjour David. Vous allez bien? Ça va? En forme? Oui. Pas couché trop tard? Journaliste au magazine Le Revenu. Juste un point de sémantique, on n'a pas connu un crack, hein, on a eu une correction, hein, parce qu'on a entendu des mots, c'est le crack, etc. Non. Alors, prenons avec un petit peu de recul, regardons ce fameux octobre noir avec quelques chiffres. Effectivement, l'indice CAC 40, par exemple, il a perdu 7% sur le mois. Les grands indices américains, le Standard & Poor's 500, quasiment 7% aussi. Le Dow Jones un peu moins, autour de 5%. Donc, on va dire que c'est une correction sévère, c'est une vraie correction. On ne va pas dire encore que c'est un crack parce que effectivement, il y a eu en fait, les indices masquent un petit peu aussi la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des univers, des segments, on va dire, de la cote qui ont vraiment dégusté, et plus nettement, les petites capitalisations, les actifs émergents, certains secteurs, hein, comme par exemple le secteur automobile en général, notamment quand il est allemand. Mais alors, ce n'est pas forcément concentré sur octobre proprement dit, ça peut être dans ces cas-là plutôt sur 3 mois. Et là, sur 3 mois, on voit des baisses effectivement plus importantes. Alors, en tout cas, octobre, un mois sombre, effectivement, puisque c'est quand même, pour le CAC 40, c'est le pire mois depuis août 2015. Et dans le cas du Standard & Poor's 500, c'est le pire mois sur les 7 dernières années. Donc c'est quand même significatif. Il faut, ça attire, ça mérite qu'on s'y arrête. Alors, les causes, on les connaît, hein, il y a eu, c'est toujours un petit peu le même environnement. La seule différence, c'est enfin, la remontée des taux d'intérêt, la guerre commerciale, mais avec en fait en octobre, la perception que ça devenait tangible. C'est-à-dire qu'on a vu des signes de ralentissement dans les économies asiatiques, dans les économies européennes, et là, tout le monde s'est dit, le ralentissement finalement, il arrive. Ouais, on sait que les marchés, évidemment, Laurent, ont tendance à surréagir. La question, c'est de savoir si on se calme un peu, voilà, on se pose, est-ce que l'environnement vraiment mérite des décrochages tels que ceux qu'on a observés? Alors, c'est vrai que la réaction... Avec un petit rebond et une stabilisation depuis voilà. depuis Donc la réaction du marché, c'est vrai, elle a été brutale et elle a été exagérée. Parce que quand vous voyez des actions portées au pinacle qui subitement, en 3 mois, vont perdre la moitié de leur valeur, effectivement, il y a de l'exagération dans les deux sens. Donc, il y a en fait, les marchés ont peur de l'incertitude. Alors, il y en a au moins une qu'on a, disons maintenant, derrière nous, qui n'est maintenant une certitude, c'était les élections, effectivement, de mi-mandat aux États-Unis. On connaît le résultat, sans grande surprise, mais avec en même temps, là, cette fois, une certitude, c'est que d'une part, donc finalement, Trump n'a pas remporté son pari, il n'aura pas gardé la majorité dans les deux chambres, il l'a perdu dans la Chambre des représentants, il l'a toujours au Sénat, ce qui veut dire deux choses. D'une part, il y aura un contre-pouvoir effectivement plus important dans le pouvoir législatif, mais en même temps, le Sénat lui permettra d'éviter toute procédure d'impeachment. Donc, quelque part, ça va être relativement stable sans qu'il ait effectivement les coudées totalement franches. Alors, au moins cette incertitude est passée. Mais enfin, les autres restent, c'est-à-dire que, en fait, à vrai dire, le vrai enjeu, c'est de savoir comment vont se dérouler les négociations avec la Chine sur les relations commerciales. Bras de fer sur les barrières tarifaires. C'est vraiment ça. Hein. Qu'est-ce qu'on peut, on rêve ou on peut quand même imaginer, espérer, voilà, un rallye de fin d'année, sachant qu'historiquement, les mois de novembre-décembre sont plutôt favorables au marché. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit peu aussi à la fois un mythe et puis une statistique, mais on pourrait imaginer qu'après une correction aussi sévère, on ait un petit rallye de fin d'année ou un petit rebond. Alors, c'est peut-être aussi, si petit rebond il y a, ça peut être un petit rebond dans un grand canal baissier dans lequel on se serait engagé. Ça change la donne, que les graphiques, quand on montre effectivement tous les indices mondiaux depuis 6 mois, on voit qu'il y a des phases de rebond, mais que globalement, on pourrait être enclenché dans une phase baissière. Alors, ce qui est sûr en tout cas, c'est que la fête est probablement finie pour des raisons que vous savez, que vos invités répètent ici fréquemment. C'est-à-dire que les banques centrales maintenant se retirent. Vous êtes en train de raconter qu'on radote ici? Non, mais les banques centrales se retirent. Effectivement, il y a un resserrement des politiques monétaires des banques centrales. C'est-à-dire cette béquille qu'ont eu les marchés pendant tant d'années, qui était une politique de soutien monétaire, effectivement, elle est plutôt derrière nous. Sortie graduelle. Voilà, mais on oublie quand même que les banques centrales, au temps de Greenspan, montaient les taux de 50, voire 75 points de base. Là, c'est des petits taux de 25 Ce qu'on espère, effectivement, c'est c'est qu'elle soit à la fois plus raisonnable, plus proportionnée, et puis en fait, en réalité, plus coordonnée au niveau mondial. Donc ça, c'est ce qui
qui ferait pencher plutôt pour le terme correction, même si elle est sévère, plutôt que pour crack, parce que malgré tout, même s'il y a un léger ralentissement, on est toujours dans une phase de croissance mondiale, avec effectivement quelque chose d'un peu excessif du côté des États-Unis, mais on est en phase de croissance assez nette aux États-Unis, dans certaines parties du monde, ce qui fait peur, comme toujours. Hein, la bourse, c'est un petit peu, on dit parfois, c'est une image mathématique, mais c'est la dérivée seconde de l'économie. L'économie va bien, simplement, on s'inquiète parce qu'elle commencerait à ralentir et que donc ça va moins mieux. On s'inquiète sur ce qui va se passer dans 1 ou 2 ans. Et en plus, dans 2 ans, 2020, c'est l'année de l'élection présidentielle aux États-Unis, et on voit que c'est l'élément principal pour Trump. En réalité, on sent que les enjeux de politique interne ont plus d'importance pour lui, car il a une assise politique assez faible, en fait, en réalité. Il a un électorat très, très particulier aux États-Unis. 40%, donc, il a une base de 40% quand même. Voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que... En France, on ne peut pas tous en dire autant. On le voit bien d'ailleurs dans la campagne des élections législatives de mi-mandat. Il n'a pas fait campagne sur la réussite de son programme économique. Il a fait campagne sur des thèmes un peu plus porteurs pour son électorat, comme l'immigration ou justement le méchant chinois. Et la fameuse caravane. Voilà. Est-ce qu'on a des facteurs de soutien encore une fois? Je reviens, est-ce qu'on peut rêver encore une fois à un rallye boursier? Alors, les facteurs oui, de soutien pour il y a des facteurs de soutien, et notamment celui de ce qui était considéré comme une survalorisation des bourses, puisqu'elles ont tellement décroché, et notamment les valeurs technologiques, que maintenant il y a des opportunités d'achat. C'est-à-dire que l'investisseur averti, quand il voit des décrochages de 30-35% sur un titre, il se dit quand même on prend moins de risques. C'est-à-dire que le facteur de soutien, c'est en fait la diminution du risque sur certaines valeurs. En réalité, alors, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que sur les secteurs ou les valeurs qui ont beaucoup décroché, on va dire, en achetant à moins 30 ou moins 40, on prend factuellement un peu moins de risques. Maintenant, si on est toujours dans un grand canal baissier, on dirait que ça ne change pas grand-chose, même si le risque est plus faible. Donc, il y a celui-là, il y a le fait que en fait, le calendrier électoral de Trump, et notamment ses élections le 6 novembre, l'empêchait d'engager vraiment de façon sérieuse les négociations avec la Chine. Donc on était dans une sorte de période de latence, et on voit maintenant, il y a des premières rencontres qui se produisent, qui avaient été reportées, et puis il va y avoir une rencontre au sommet entre les deux présidents, le président américain et le président chinois, bientôt. Et alors, en fait, l'enjeu, il va être là. C'est-à-dire que les marchés sont un petit peu attentifs. C'est-à-dire que s'il y a des signes qui laissent penser qu'un accord peut être trouvé, sachant que la Chine a tout à fait intérêt à trouver un accord. En revanche, Trump, lui, il a intérêt à continuer à taper sur la Chine parce qu'il se dit qu'électoralement, ça peut lui rapporter. Mais bon, si une forme d'accord équilibré est trouvée et que finalement, ça lève un certain nombre de... C'est tout bénéf pour les marchés. Il peut y avoir un fort rebond. En revanche, si on reste dans quelque chose d'indécis, voire une nouvelle vague de mesures de Trump anti-Chine, ça, les marchés ne vont pas aimer. Donc là, il faudra se mettre à l'abri. Donc on attend quand même plutôt du yo-yo. Je ne peux pas vous garantir de rallye boursier cette année, on verra. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que les gérants, en général, les gérants sont tendus. On le sent, ils sont tendus, ils disent qu'ils ne savent pas, ils ne veulent pas se prononcer sur l'avenir. Donc, ils sont eux-mêmes assez inquiets sur ce qui va passer dans le proche avenir. Et puis de savoir si effectivement on n'est pas rentré dans un marché baissier avec effectivement des rebonds, mais qui derrière sont suivis. Voilà, et là, personne absolument. Et effectivement, c'est en tout cas, on pourrait l'imaginer. Alors peut-être si on porte les choses plus en 2019, on peut imaginer que chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle d'ici la fin de l'année, on va avoir un petit rebond. Alors est-ce que ce sera un rebond technique ou un rebond provisoire? C'est possible. L'ampleur du rebond ne nous permettra sans doute pas d'aller jusqu'au plus haut qu'on a connu, les plus hauts niveaux qu'on a connus dans l'année 2018, notamment fin janvier ou les 5600 et quelques sur le CAC 40. Bon, ça paraît plus difficile parce qu'il y a trop de facteurs d'incertitude qui restent avec nous. Et alors, en revanche, ce qui est sûr, c'est que cet environnement n'est pas favorable, on va dire, à la gestion indicielle sur les indices, parce que là, on le voit bien, il y a des décrochages très forts sur des valeurs ou des secteurs. Et il y en a d'autres qui rebondissent. C'est le retour de la gestion value, peut-être. Oui, et puis d'une gestion assez active, parce qu'on voit qu'il y a des secteurs ou des valeurs qui ne rebondissent pas, qui sont au contraire encore enfoncés après. En revanche, il y a des valeurs ou des secteurs qui profitent du rebond très nettement. Le luxe notamment. Voilà. Donc, effectivement, ça demande une approche beaucoup plus sélective, beaucoup plus individualisée, on va dire, sur les marchés. Voilà, tout ça, merci Laurent. Tout ça est à retrouver évidemment avec moult détails on le voit bien, le revenu de cette semaine. On voit la couverture. Acheter 6 futurs stars du CAC 40. Voilà, l'espoir existe encore, tout à fait. Il faut garder espoir. Avec Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Merci David. Bye.